Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathis, je fais des études de physique et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en stage au CNRS, au Lab TH, qui est un laboratoire de physique théorique à Annecy-le-Vieux, où donc je fais mon stage depuis un mois et demi. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous présenter mon sujet de stage, de vous parler de ce que je fais, de vous montrer un peu les locaux et puis surtout je vais avoir la chance d'interviewer un chercheur en physique théorique qui est mon tuteur de stage, Eric Ragoussi. J'espère que ça va vous plaire et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Mais avant de partir, on va arroser les tomates et puis on se retrouve au labo. Voilà, donc ça c'est mon bureau, c'est là où je passe la majeure partie de mon temps. Donc voilà, l'idée de mon stage, c'est d'étudier un système intégral, donc une chaîne de spin euh, via l'ANSATS de Bethe, donc qui est une hypothèse qu'on fait sur la forme de la solution et qui nous permet en fait de résoudre complètement le problème. Donc l'idée en fait ça a été de me donner un Hamiltonien, donc mon tuteur de stage m'a donné un Hamiltonien, et puis l'objectif en fait était de déterminer les éléments propres, donc les valeurs propres et les vecteurs propres de cet Hamiltonien, par deux manières différentes. Donc la première, ça a été en coordonnées, ce qu'on appelle l'ANSAS de Bethe en coordonnées. C'est donc vraiment d'y aller un peu à force brute, d'écrire la matrice et de regarder les valeurs propres et les vecteurs propres. Et puis ensuite, on est allé regarder l'ANSAS de Bethe algébrique, qui est donc plus général et qui en fait fournit une structure algébrique globale qui nous permet en fait de résoudre le problème de manière beaucoup plus immédiate et beaucoup plus générale. Donc c'était super intéressant. Et donc au quotidien, voilà, je me retrouvais derrière ce bureau à gratter un peu de papier parce que voilà, fallait effectuer les calculs nécessaires avec quelques livres à disposition aussi pour m'aider. Et aujourd'hui, j'arrive au terme de ce stage, donc il ne me reste plus qu'à rédiger le rapport et puis réaliser quelques supports visuels pour la présentation de la soutenance de stage qui aura lieu fin août. Et durant la journée, il y a aussi beaucoup d'allers-retours au bureau de mon tuteur de stage qui est à l'étage euh, pour me débloquer sur des points ou pour préciser certains concepts qui étaient encore un peu obscurs. Et c'est grâce à ces échanges-là que j'ai pu progresser et avancer dans mon stage. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous propose tout de suite d'aller voir un peu plus en profondeur la nature de mon stage et la nature du sujet. Qu'est-ce que c'est l'ANSAS de Bethe? Alors moi, ce que j'étudie, c'est une chaîne de spin. Donc il faut imaginer en fait un réseau comme ça avec plusieurs spins qui sont répartis de manière périodique. Donc, périodique, c'est important, on a une condition de périodicité. Par exemple, si je les note 1, 2, etc. jusqu'à L, on va avoir donc que le L plus 1, c'est égal à 1. C'est une condition de périodicité qu'on va imposer sur le système. Et donc ça, c'est vraiment l'objet que je vais étudier. Et l'hamiltonien qui décrit ce système, c'est celui-ci. Alors il peut s'écrire en fait sous une forme de somme d'hamiltoniens locaux. Ça, c'est un hamiltonien local qui a donc cette forme-là. Euh, et donc on peut l'exprimer, en fait, c'est un hamiltonien local qui va agir sur les sites I et I plus 1. Il agit sur ce couplet de spin-là, d'après cette formule-là, ou avec S plus et S moins, qui sont les opérateurs d'échelle. Donc on a la formule S plus moins qui est égale à Sx plus ou moins I SY. Et donc, Sx, Sy et Sz sont les composantes de l'opérateur vectoriel de spin. Alors déjà, il y a plusieurs choses intéressantes qu'on peut dire. C'est notamment déjà que euh, H commute avec S plus ou moins et H commute avec Sz. Ça, on peut le calculer aisément. Et en fait, on a même plus que ça. On a que S plus, S moins, Sz. Ça forme une famille de générateurs de l'algèbre de Lie SU2. Et donc, en fait, on a schématiquement que H commute à SU2, autrement dit, euh, les vecteurs propres de H peuvent se ranger dans des représentations irréductibles de SU2. Ça, c'est un premier point. Et en fait, ça implique un autre truc, c'est qu'on a un opérateur, N, qui s'écrit donc L identité moins 2SZ divisé par 2, et on peut calculer que N et H commutent. Alors, quel est, à quoi correspond ce N-là?
En fait, ce n-là compte le nombre de spin down dans un état donné. C'est-à-dire, si on calcule n appliqué par exemple au vecteur celui-là, eh ben, il va ressortir 3 fois ce même vecteur. Autrement dit, les valeurs propres de n sont exactement les, euh, les nombres de spin down. Donc l'idée, ça va être de se placer dans un sous-espace de n engendré par des vecteurs qui ont le même nombre de spin down, et on va devoir venir diagonaliser h comme ça, et du coup au final on le diagonalise par bloc, ce qui fait qu'on obtient à la fin les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc par exemple, je peux vous faire le cas où on va trouver la valeur propre et les vecteurs propres associés à une excitation, c'est-à-dire dans le sous-espace associé à un seul spin down. Donc on va venir regarder en fait cette équation-là, donc h ket psi égale lambda 1 ket psi. Donc ça, c'est l'équation de valeur propre qu'on voudrait résoudre. Donc l'idée, c'est de trouver ça. Et on va choisir un vecteur propre bien particulier. Euh, donc somme sur x de 1 à L, a de x, ket x. Ou ket x, c'est quoi? C'est le ket avec tous les spins up, sauf un spin down en position x. Et enfin, on va venir supposer la forme de A, le coefficient de la décomposition. On va venir supposer qu'il s'écrit comme ça, EIKX. Et c'est ça l'ansatz de Bethe en coordonnées. Alors pourquoi cette hypothèse-là? Essentiellement puisque on voit que essentiellement l'hamiltonien, on peut calculer qu'il va être invariant par translation. Et on sait que quand on a un système qui est invariant par translation, ça c'est le théorème de Noether qui nous dit que l'impulsion est conservée. Et autrement dit, euh, les vecteurs propres de l'hamiltonien sont des ondes planes. Donc ça nous invite à regarder cette décomposition en forme d'onde plane. Donc en injectant cet ansatz dans l'équation aux éléments propres, h psi lambda 1 égale lambda 1 psi, on va pouvoir donc déterminer de 1 la valeur propre, et de 2, on va pouvoir obtenir une contrainte sur les vecteurs d'onde, sur le vecteur d'onde k, qui va donc nous permettre de déterminer entièrement les éléments propres de l'hamiltonien dans ce sous-espace. Donc, si on projette, en fait, on va obtenir que lambda 1, ça va être égal à lambda 0 plus cos de k moins 1, ou lambda 0, c'est égal à L sur 4. Et en fait, L sur 4, c'est l'énergie associée à l'état pseudo-vide. L'état pseudo-vide, c'est l'état où il n'y a que des spin-up. On note ça 0. Et en fait, on peut vérifier aisément que ça, c'est un vecteur propre de h associé à la valeur propre lambda 0. Et on a une condition en fait de périodicité, puisqu'on sait que par périodicité, x plus L, c'est égal à x. C'est-à-dire que je fais un tour de ma chaîne de spin, je reviens au même endroit, quoi. Et si je développe ça, on va obtenir une équation de cette forme-là. E moins IKL égale à 1. Et ça, c'est donc une équation qui quantifie le vecteur k, et on appelle ça l'équation de Bethe. Donc voilà, on a entièrement déterminé la valeur propre, le vecteur propre, dans ce sous-espace, et on peut faire en fait la même chose pour le sous-espace à deux excitations. Ça va être un petit peu différent en fait. On va avoir un ansatz de la forme suivante, où x1 et x2, donc c'est à nouveau la position de l'excitation, et on va choisir l'ansatz suivant. Donc en s'inspirant du cas m égale à 1, on va prendre un coefficient avec deux, cette fois-ci, vecteurs d'onde. Mais mes spins, en fait, mes particules sont indiscernables, donc on va devoir symétriser cet ansatz, puisqu'il n'y a aucune raison que l'excitation x1 ait l'impulsion k1 et l'excitation x2 ait l'impulsion k2. Ça peut très bien être l'inverse. Donc pour ça, il faut symétriser en rajoutant un deuxième coefficient, donc ak2k1, exponentielle de i k2x1 plus k1 x2. Et donc maintenant, en projetant l'équation aux éléments propres, d'abord sur un état où les excitations sont éloignées, donc d'abord en faisant ça, et ensuite sur un état où les excitations sont collées, on débouche donc à l'expression de la valeur propre et à l'équation de Bethe qui va faire intervenir le rapport entre ces deux coefficients-là, puisque à une constante globale près, c'est le rapport entre ces deux coefficients qui va importer. Et donc si je vais noter ce rapport S, et en fait on va obtenir une équation sur S qui va venir quantifier donc K1 et K2, et donc qui va déterminer entièrement les éléments propres. Et le cas m égale à 1 et m égale à 2 permettent en fait de traiter le cas général m quelconque, en pensant donc d'abord à symétriser l'ansatz et aussi à gérer ces histoires de des excitations éloignées ou des excitations collées.
Donc on va avoir une série d'excitations et on peut les traiter deux par deux à chaque fois. Soit elles sont éloignées, soit elles sont collées. Et en fait, on va réutiliser les résultats des deux cas précédents. Donc le cas SU2 qu'on vient de traiter, en fait, il fait intervenir un facteur, donc c'est un facteur scalaire ici, et on obtient une équation, donc l'équation de Bethe sur ce facteur scalaire, qui est donc le rapport entre les coefficients de la décomposition. Et en fait, euh, on peut aussi traiter le cas SU3, c'est-à-dire si je fais un petit tableau, SU2, on avait donc un facteur de diffusion scalaire, et on peut traiter donc SU3, et là on va obtenir une matrice à la place d'un scalaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire SU3? C'est en fait, on reprend notre chaîne, mais au lieu de mettre des vecteurs à deux composantes, donc spin up ou spin down, on vient en mettre des vecteurs à trois composantes. Voilà. Et donc, on va devoir en fait préciser la nature de l'excitation. Imaginons que là, c'est l'état de référence au milieu. Soit je vais avoir une excitation vers le haut, soit une excitation vers le bas. Et en fait, la matrice ici va venir coupler ces différentes excitations entre elles. Et donc, la matrice qui va intervenir dans l'équation de Bethe, enfin la quantité, l'objet qui va intervenir dans l'équation de Bethe, c'est une matrice. Et ça, c'est super important. Et en particulier, on va pouvoir aussi démontrer que cette matrice-là vérifie l'équation de Yang-Baxter, qui est une équation centrale dans les systèmes intégrables. Et physiquement, en fait, cette équation décrit l'associativité des échanges de particules, qui est une condition nécessaire à l'intégrabilité du système. Et en fait, cette petite discussion-là achève l'ensatz de Bethe en coordonnées. Et on va donc, je vais expliquer rapidement de quoi s'agit l'ensatz de Bethe algébrique. Et en fait, cette matrice-là, la matrice de Yang, qui va être au cœur de la construction de la structure algébrique le plus importante, le Yangien. Donc, je vais tout de suite vous expliquer. On va regarder le Yangien de GLN, donc l'algèbre de Lie GLN. Et en fait, c'est une algèbre associative qui est engendrée par un certain nombre de générateurs, que je vais noter TIJ, indicés par un autre entier R positif. Ces générateurs-là sont soumis à certaines relations de commutation que je ne vais pas expliciter ici parce que c'est beaucoup trop long et pas intéressant. Mais à partir de ces générateurs-là, on va pouvoir construire un objet. Je vais noter TIJ de U, qui en fait est une série formelle en U puissance moins 1. Donc on va écrire R positif. En fait, c'est une série en U-1 dont les coefficients de la décomposition sont les générateurs. Et à partir de celle-là, on peut construire une matrice, donc on appelle matrice T, T de U, qui est la matrice dont les entrées, enfin dont l'entrée IJ en fait est la série formelle TIJ. Et maintenant, je vais introduire une matrice, donc la matrice R de Yang. Elle s'appelait matrice S, mais maintenant on va l'appeler matrice R de Yang, historiquement c'est comme ça. Elle a une expression explicite, c'est celle-là. C'est l'identité plus 1 sur U, P. Où P, c'est un opérateur qui permute en fait les facteurs tensoriels. C'est-à-dire, si je fais P appliqué à U tenseur V, où c'est des vecteurs, hein, ça me renvoie V tenseur U. Ok. P appliqué à une matrice, un temps prudentiel de matrice AB, P-1, ça donne BA. Voilà. Ça, c'est vraiment un opérateur qui permute en fait les facteurs tensoriels. Et donc, on a une expression de R. Moi, je pose R égale à ça. Et on peut vérifier que R vérifie l'équation de Yang-Baxter. Alors, je vais l'écrire, l'équation de Yang-Baxter, pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Donc, voilà l'équation de Yang-Baxter, où j'ai précisé en fait les indices ici, puisqu'on imagine en fait un produit tensoriel de trois espaces différents. Et donc 1,2 va agir sur cet espace-là, ou la permutation va agir sur ces deux espaces-là plutôt, 1,3 sur ces deux espaces-là, etc. Pourquoi j'ai introduit les matrices R et la matrice T? C'est que toutes les relations de commutation qui décrivent le Yangien, elles peuvent être regroupées en une équation, qu'on appelle l'équation RTT, ou FRT historiquement, qui s'écrit comme ça. Donc voilà l'équation RTT qui contient en fait toutes les relations de commutation des différents générateurs du Yangien. Et en fait, c'est cette équation-là qui va être au centre de l'intégrabilité du système, comme on va le voir dans la suite. Et plus formellement, en fait, on peut voir le Yangien comme une déformation quantique d'une algèbre qu'on appelle l'algèbre enveloppante de GLN. Alors je vais expliquer rapidement. Euh, on part de GLN. À partir de GLN, on peut créer en fait une algèbre assez commune qui est l'algèbre des séries formelles en 1 sur U à coefficient dans GLN. Et à partir de ça, on peut créer ce qu'on appelle l'algèbre enveloppante. Donc que je note avec un grand U. L'algèbre enveloppante, en fait, c'est une algèbre qui vient généraliser euh, l'algèbre de Lie en permettant, en plus de faire des produits, puisque dans l'algèbre de Lie, les générateurs, on a juste le droit de calculer les commutateurs entre eux. Mais grâce à cette enveloppante-là, on peut maintenant calculer des produits.
Et c'est tout à fait commode puisque en fait, essentiellement, cette équation-là qui gère l'intégrabilité, c'est une équation qui fait intervenir que des produits de générateurs. Donc c'est vraiment important qu'on ait là. Sauf que cette-là, elle n'est pas suffisante puisque la symétrie, c'est que la symétrie de GLN. Et en fait, on va découvrir qu'il y a des symétries cachées dans le système qui sont issues du couplage entre les différents spins. Et en fait, la symétrie GLN n'est pas suffisante. Donc on va devoir déformer avec un H bar pour obtenir le Youngien. On va déformer en fait les relations de commutation pour obtenir le Youngien de GLN, de telle sorte que quand on fait tendre H bar vers 0, en fait on retrouve les relations de commutation classiques qu'on avait dans le cas de GLN. Donc voilà, sauf que ici donc, on prend H bar égale 1 pour simplifier la vie, et on obtient ces relations ici. Donc voilà, maintenant qu'on a défini le Youngien de GLN, on va rajouter une structure sur ce Youngien, qu'on appelle une structure d'algèbre de Hopf. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous parler dans ce qu'on appelle le coproduit. Le produit, en fait, c'est on va d'un produit d'espace, on prend deux éléments et on en fait le produit donc, qui va dans l'espace A. On en fait le produit AB, par exemple. Ça, c'est un produit classique, hein. Le coproduit, c'est en quelque sorte, on va dans l'autre sens. C'est-à-dire que, donc je vais définir delta qui va de Y, donc de GLN, donc du Youngien, dans le produit tensoriel de Youngien avec lui-même, et qui a la particularité d'être un morphisme. Et en plus, il vérifie une propriété qu'on appelle la co-associativité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Grâce à ce coproduit-là, en fait, on va pouvoir créer des produits tensoriels de représentation. Donc à partir de ce coproduit-là, je vais pouvoir créer un objet super important qu'on appelle la matrice de monodromie. Donc je vais noter T cursif, donc à différencier du T droit, hein, qui est delta appliqué L fois à T de U. C'est-à-dire que je fais un produit tensoriel en fait de L copies et je vais venir regarder le produit des différentes matrices T qui vont agir sur chacun en fait des sites. Et à partir de ça, je vais pouvoir obtenir la matrice de transfert que je vais noter petit t de U. Et en fait, ça va être la trace de la matrice de monodromie. Pourquoi la trace Alors parce que en fait, la trace, ça contient la cyclicité du système. Pourquoi Si je fais la trace d'un produit de matrice, on va avoir la somme des AI1, I2, A, I2, I3, etc. A, I, L, I1, puisqu'on doit avoir le même ici, puisqu'on prend la trace. Ok Et en fait, ça contient en fait l'idée que IL plus 1 égale à I1. Et c'est ça la cyclicité du système. Donc c'est pour ça que la trace en fait est le bon objet à regarder. Alors quelques propriétés, deux propriétés en fait super importantes de la matrice de transfert, c'est que on a que TU TV est égal à TV TU. En fait, ça, c'est super intéressant puisque si on développe en série de U et V, on va pouvoir obtenir en fait des commutateurs qui vont s'annuler. Donc un certain nombre de commutateurs qui vont s'annuler. Donc si je note Tn et Tm, les coefficients de la décomposition, hein, on va avoir un certain nombre de commutateurs qui vont valoir 0. Et ça, en fait, ça crée des quantités conservées. D'autant plus puisque on peut exprimer en fait le hamiltonien du système via cette formule. D sur du en u égale 0 de ln de tu. Autrement dit, t puissance moins 1 u, t puissance moins 1 de 0, pardon, t prime de 0. Et ça, en fait, on voit que si on développe tout ça en série, ça va faire intervenir des coefficients tn et tm. Et donc, ces coefficients-là vont commuter à l'hamiltonien. Et donc, on a effectivement des quantités conservées. Ça, c'est super important. Donc voilà, maintenant qu'on a rapidement posé le cadre mathématique du Youngien, etc., on va maintenant voir comment il se met en place en fait dans l'ANSAS de Bethe algébrique. En quoi consiste l'ANSAS de Bethe algébrique? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder on va se passer dans GL2, dans toute la suite, et je vais modifier un peu la matrice R qu'on avait en rajoutant une constante. Donc on va noter plus C sur U. C'est ce C là que je rajoute, et ça veut en gros, ça se veut comme constante de couplage. Et en fait, je vais pouvoir écrire explicitement la matrice R et on peut faire apparaître une structure par bloc. Et en faisant donc le coproduit L fois de cette matrice-là, on va obtenir la matrice de monodromie. C'est pareil, elle va avoir une structure par bloc puisqu'on regarde dans GL2. Et quand on regarde un peu la forme de cette matrice-là, on va se rendre compte rapidement que A et D, ils vont être super importants puisqu'on va regarder que A de U appliqué donc au pseudo-vide, donc j'ai expliqué, c'est le vecteur
avec que des up, que des spins up, ça, on va se rendre compte rapidement que c'est un vecteur propre de A et un vecteur propre de D. Et en plus, on va pouvoir observer que ce bloc en bas à gauche, il est en gros proportionnel à la matrice de Pauli, enfin l'opérateur d'échelle issu de la matrice des matrices de Pauli sigma plus, qui va venir en fait annuler l'état pseudo-vide. Puisque on voit bien que euh, si j'applique sigma plus si j'applique sigma plus à cet état-là, ça me donne 0. Donc en fait, on va voir que C de U appliqué au pseudo-vide, ça donne 0. Et ça, c'est trois relations fondamentales à partir duquel en fait, on va pouvoir construire l'anthèse de Bethe algébrique. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'à partir de la forme de cette sous-matrice ici, donc en gros de B de U, on va voir qu'à partir du pseudo-vide, B de U en fait va créer différents spin down, puisqu'on voit que c'est proportionnel à sigma moins. Et en fait, on peut s'attendre à ce que l'espace de Hilbert tout entier soit engendré par l'action de B sur le vecteur pseudo-vide. Voilà. Et donc l'idée en fait, c'est de regarder l'action de A et de D, puisque T de U, hein, c'est la trace, donc c'est A plus D. On va regarder donc l'action de A et de D sur des vecteurs de la forme comme ça. BU1, BUM, appliqué au pseudo-vide. Donc on va regarder l'action de U, enfin en l'occurrence on va changer de nom de variable, l'action de A et l'action de D. Et c'est ça l'anthèse de Bethe algébrique. En fait, l'anthèse de Bethe algébrique, c'est de supposer que les vecteurs propres de la matrice de transfert sont de cette forme-là. Compte tenu du fait, je rappelle que le coproduit est un morphisme, on avait donc la relation RTT pour le T droit, donc égal à TTR là, et on peut donc, le fait d'être un morphisme, c'est le fait de préserver la structure, la structure algébrique de l'espace dans lequel on agit. Donc en l'occurrence, là, on peut appliquer le coproduit. En fait, le coproduit va préserver l'équation RTT, de sorte qu'en l'appliquant L fois, on obtienne RTT, mais cette fois avec le T cursif. La matrice de monodromie vérifie l'équation RTT. Et en développant tout ça, on va pouvoir obtenir des relations de commutation entre les quatre blocs qui vont nous permettre de regarder l'action de A et de D sur les vecteurs de Bethe. Voilà, et c'est ça l'anthèse de Bethe algébrique. Donc c'était toute la nature de mon travail de faire ça. Et c'était super intéressant puisque du coup on obtient donc, les mêmes résultats qu'on avait obtenus avec l'anthèse de Bethe en coordonnées. Et donc ça prouve bien la puissance de la structure algébrique, puis après elle peut s'étendre évidemment à d'autres systèmes. Et on peut regarder même le Youngien de d'autres algèbres de Lie. Là, on a regardé GLN, mais on peut regarder par exemple les algèbres de Lie issus des groupes symplectiques ou des groupes orthogonaux. Et là, c'est des sujets de recherche qui sont très très actifs aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit panorama de ce que c'est l'ANSAS de Bethe. Alors pour la pause déjeuner, je me retrouve dans l'auditorium du Lab TH, donc qui est le lieu où il se déroule souvent des séminaires ou des summer schools comme en ce moment sur la physique des particules. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, surtout parce qu'il y a un grand piano. Et du coup, voilà, c'est souvent le midi que je me retrouve ici pour jouer un petit peu pendant la pause déjeuner. Et puis d'ailleurs, on va aller jouer un petit truc avant d'aller interviewer Eric. Bah déjà, merci de prendre le temps de répondre à quelques questions. Tu peux commencer par te présenter très rapidement et puis après, je suppose qu'on commencera à te poser des questions. Oui, donc Ouais. moi je suis Eric Ragoussi, je suis Ouais. chercheur au CNRS Mhm. à Annecy, donc dans un laboratoire de physique théorique. Et je fais plutôt de la physique mathématique, donc qui sont le développement d'outils mathématiques en vue de résoudre des problèmes physiques. Ok, super, merci. Et avant d'arriver du coup au CRNRS, tu peux me parler un peu de ton parcours, ce que tu as fait avant?
Ouais, alors donc j'ai fait enfin, classe prépa, école D'accord? centrale. OK. Et après l'école centrale, j'ai fait ce qui s'appelait un DEA, qui est un master 2, à Grenoble en fait. Et de ce master 2, disons, ouais, Mmh. j'ai attaqué sur une thèse ici en fait. D'accord, OK. Ah, du coup, tu as fait ta thèse direct ici, puis après tu as resté en Après, thèse, alors après, j'étais à l'époque, on se faisait embaucher en sortie de thèse, donc Oui, d'accord. je me suis fait embaucher au CNRS. Je suis quand même parti un an en ce qui s'appelle postdoc. Enfin, c'était pas vraiment un postdoc vu que j'avais déjà un emploi, mais Mmh. à l'étranger, au Niels Bohr Institute à Copenhague. Après un an, bon, pour des raisons familiales, je suis revenu. Et après, une ou deux années, j'ai refait un postdoc au CERN, en fait, D'accord, OK. pendant 2 ans. OK, super. Et bon, je pense un peu général, mais qu'est-ce qui t'a amené plus à la physique mathématique plutôt qu'autre chose? Est-ce que c'est par choix pur ou c'est les concours circonstances qui ont fait que tu t'es retrouvé, à faire ça? C'est un peu les deux, mais enfin, ouais, c'est quand même du choix. Ouais? Parce que j'avais fait pendant mon école centrale, là, j'avais Mmh. fait un stage dans un labo de physique expérimentale. D'accord. Et j'accrochais un peu moins bien. C'était intéressant, c'était bien, mais j'étais plutôt attiré par les côtés Mmh. analytiques et algébriques de tout ça. Et OK, donc voilà, je me suis OK, orienté comme ça. super. Moi, ma deuxième question, c'est de savoir, aujourd'hui, enfin, en ce moment du moins, ton métier, enfin, un chercheur, qu'est-ce que ça c'est quoi les missions d'un chercheur, au CNRS et en physique théorique aujourd'hui, quoi? Alors les missions, disons, ouais, c'est faire de la recherche, de faire des D'accord. publications en fait d'articles Mmh. qui sont publiés dans des revues avec ce qu'on appelle référés, donc rapporteurs. D'accord. Donc des pairs qui jugent si le papier, les résultats sont dignes d'être publiés, Mmh. en gros. Donc, en gros, c'est de faire ce genre de publication. Éventuellement, ça, c'est la mission principale. D'accord. Après, en prenant de l'âge, il y a une mission aussi d'administration de la recherche, Oui, OK. de diffusion des connaissances aussi, d'encadrement, comme je l'ai fait avec toi, Voilà, OK. etc. OK, ça marche, merci. Et du coup, bah, pour faire mener à bien tous ces projets, je pense qu'il faut des financements et par exemple, le CNRS ici, le LabTH, comment ça se passe pour obtenir des financements? Et puis après, comment ces financements sont, gérés, ici, Alors, les labos comme le LabTH ici, ce sont ce qu'on appelle des UMR, donc c'est des unités mixtes de recherche, D'accord. qui sont donc financées, reconnues par le CNRS, et Mmh. donc qui ont un financement récurrent. Donc tous les ans, on a une certaine somme, D'accord. et aussi elles sont mixtes, donc elles sont aussi reconnues par l'université locale, l'université de Savoie-Mont-Blanc, qui nous donne aussi un peu des financements. OK, d'accord. Mais ça, donc ça, c'est les financements récurrents. Et après, il y a toutes les recherches de financement extérieur, de type ANR, enfin des Mmh. financements, faut postuler D'accord, oui. à des. Oui, OK, OK. Et du coup, ces financements, ils servent à quoi ici dans notre laboratoire de physique théorique? Parce que physique expérimentale, on pourrait s'attendre à acheter du matériel, et cetera. Et en physique, théorique, à quoi ça Alors, pourrait servir? il y a un peu de matériel qui sont des ordinateurs, parce qu'on D'accord, fait quand OK. même beaucoup de calculs sur ordinateur. Mmh. Et sinon, c'est beaucoup d'émissions, c'est-à-dire ça finance soit nos voyages à l'étranger pour aller OK, rencontrer des chercheurs avec qui on travaille, d'accord. soit à l'inverse, les faire venir ici, OK. et financer justement des thésards, donc ça des doctorants Mmh. ou doctorantes, et aussi des post-docs, donc après la thèse, qui viennent sur des contrats à durée déterminée, 2 ans, 3 ans des fois, D'accord, OK. et voilà. Là, j'aurais une question plus générale. Donc voilà, parce qu'on voit l'évolution de la physique fondamentale en ce moment en France. Est-ce que tu aurais, un avis, toi, quand tu es dans le terrain, comment tu vois les choses? Bah, si je compare par rapport à quand je suis rentré au CNRS, il y a quand même une grosse différence entre ces financements récurrents qui ont tendance à baisser et les financements sur projet, enfin toutes ces recherches de bourses spéciales pour être financées. En général, il y a une thématique appliquée, etc. Et alors, c'est bien pour développer des nouveaux sujets. D'accord? Le seul problème, c'est que les nouveaux sujets, on ne sait pas comment ils vont arriver. Et on a besoin d'un financement récurrent, et ça, c'est compliqué, quoi. Ça devient de plus en plus compliqué. Plus le fait que faire des demandes, ça prend du temps.
Ok. Oui, oui, Donc, oui. il y a de l'administration, des charges administratives en plus, Hmm. et donc moins de temps de recherche. D'accord, ok. Donc ça, voilà, c'est les Ok. côtés que j'aime pas trop. Et il y a aussi la conjoncture internationale qui est Oui, pas vraiment bonne en ce moment, quoi. ouais, c'est Donc, sûr. Parce que là, du coup, se déplacer et faire venir, c'est plus compliqué en ce c'est moment. plus compliqué. Plus, on voit bien, il y a bah, les Américains ou enfin d'autres qui ont plus de financement, Hmm. donc ça fait aussi pour les recherches de postdoc qui sont donc au niveau international, il y a plus de pression parce qu'il y a Ok. moins d'offres. Ouais, ok. Ok, d'accord. Ok. Et, euh, moi, je crois que j'ai une dernière question, voilà, très, très terre à terre, mais voilà, parce que je pense qu'il y a peut-être des Mhm. futurs chercheurs ou chercheuses qui vont peut-être regarder la vidéo. Donc, savoir si tu aurais un conseil ou deux à donner à quelqu'un qui veut faire de la recherche, soit en physique fondamentale, soit de manière en physique générale. Alors, bah, de toute façon, il y a un conseil assez général, c'est que il faut mieux faire quelque chose qu'on aime, quoi. Mhm. Ça, c'est pour Ouais, ok. tous les travaux, tous Bah, c'est les bien de le rappeler. métiers. Faut mieux le rappeler. Mhm. C'est quand même particulièrement crucial en recherche parce que le temps d'étude est long. Oui, Donc, ok. si on se lasse, c'est quand même une grosse perte de temps. Donc, faut être plutôt passionné. Faut pas s'attendre à gagner énormément de sous. Mhm. Euh, on vit bien, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est pas non plus. Oui, bien sûr. Et donc, il y a toute cette offre de postdoc, donc il faut quand même s'attendre à se déplacer. Ok, d'accord. Voilà. Et Ok. sinon, oui, ben, faire des bonnes études, Ouais, ouais. bien sûr, maths et Mm. physique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, merci beaucoup. Et De puis, bah, rien. merci j'en profite, mais merci du coup pour ce mois et demi de stage. C'était super intéressant et j'espère revenir pour peut-être Volontiers, quelques ce stages serait avec au plaisir. futur. Voilà. Merci beaucoup. De rien.